Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes dans cette salle démocratie pour parler d'un sujet. Et si vous êtes là, vous le connaissez forcément. Donc, soit parce que vous expérimentez, soit vous aimeriez utiliser l'autoconsommation collective en circuit fermé. Alors, il s'agit d'un point d'information. Donc, point d'information, ça veut dire qu'il va y avoir, je vais vous les présenter, deux interventions liminaires qui vont essayer de cadrer la thématique. Et ensuite, nous ferons deux interruptions. Une première interruption, une présentation un peu générale à nouveau après, une deuxième série d'interventions dans lesquelles vous pourrez, chacune et chacun, poser vos questions, faire part de vos remarques, de vos avis. Et vous direz ce que vous voulez dire de toute façon. Donc, ce débat est organisé conjointement par l'Association des maires de France et la FNCCR. Remercier M. Charles-Antoine Gauthier, qui est le directeur de la FNCCR, et de M. Lionel Guy, qui, à la FNCCR, est le directeur, je vais le dire comme ça, de tout ce qui concerne la transition écologique. Remercier aussi Antoine Cadieux, qui a des services de l'AMF, qui a beaucoup travaillé pour organiser ce débat. Hein, mine de rien, c'est du travail, du temps et un peu de stress quand ça commence. Nos deux intervenants, donc, dans l'ordre d'intervention, hein, c'est donc Dominique Ramard, qui est maire de Saint-Juvat, dans les Côtes-d'Armor, qui est président du syndicat d'énergie des Côtes-d'Armor et président de la SEM Énergie SDE 22. Nos deux intervenants étant aussi des membres de la FNCCR, en plus d'être membres de l'AMF, donc ils cumulent les qualités. Et ensuite, Dominique Ramard, qui lui est maire de Venanceau, Laurent Favreau, qui est maire de Venanceau, en Vendée, qui est président du syndicat d'énergie et d'équipement de la Vendée, le CIDEV. Voilà, Christian Métairie, je suis maire d'Arcueil et je co-préside la commission de transition écologique de l'AMF parce qu'on essaye de regarder l'ensemble des problématiques de transition et celle-là en faire partie. Monsieur Ramard. Merci Christian pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Christian m'a présenté, donc vous savez qui je suis, mais c'est vraiment en qualité de vice-président en charge des énergies renouvelables à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, que je m'exprime ce matin. Et comme l'a dit Christian, c'est bien sûr Charles-Antoine Gauthier, le directeur de la Fédération, et Lionel Guy, qui s'occupe du service en charge des énergies renouvelables en particulier, qui m'ont aidé à préparer donc, cette intervention. Donc, une intervention volontairement plus généraliste que celle que Laurent pourra faire juste par la suite, qui sera plus orientée au titre de l'exemple. Mais comme il y a des collègues qui sont aussi adhérents de la fédération dans la salle, ils pourront venir compléter aussi parce qu'il y a une véritable dynamique aujourd'hui sur les territoires, sur la relocalisation, la reterritorialisation des énergies renouvelables. Et donc, cette dynamique autour des boucles énergétiques locales, elle est en train de s'illustrer de manière vraiment très diverse sur les territoires français, en métropole comme en outre-mer d'ailleurs. Donc pour commencer, si ça veut bien marcher, je ne sais pas si c'est bon. Hop. Il y a un délai, donc je ne sais pas. Donc on est pour parler des réseaux électriques, mais apparemment il y a des soucis de réseau télécom. Donc c'est bon. Voilà. Alors d'abord, en parlant des boucles énergétiques locales, on va parler de circuits courts et pas de court-circuit, d'électricité. La blague est facile, mais j'en ai une nouvelle parce que depuis hier, notre directeur Charles-Antoine Gauthier a inventé le concept de potager énergétique. Voilà. Donc comme il est du Nord Finistère en termes d'origine, on sait qu'un jour il retournera cultiver ses tomates. Mais en attendant, il s'occupe plutôt de nous accompagner sur la façon dont on peut donc cultiver les électrons au niveau local et donc les commercialiser, les partager avec d'autres acteurs du territoire, des consommateurs.
Et donc aujourd'hui, enfin, on parle de désintermédiation, c'est-à-dire qu'on sort du modèle en circuit long où il y a des producteurs, donc ça peut être des grosses centrales, mais aussi des projets de production d'énergie renouvelable de grande taille, qui donc envoyaient les électrons sur le réseau, et donc c'était simplement en revente donc du surplus de consommation, de production qu'on se situait. Là, avec cette logique maintenant de plutôt être en niveau local, c'est qu'on peut très bien avoir donc, de l'autoconsommation individuelle, un producteur, donc on a beaucoup de projets notamment photovoltaïques. Vous voyez, il y a 777 000 installations photovoltaïques qui sont aujourd'hui utilisées en autoconsommation individuelle. Donc en gros, les électrons qui sont produits, ils sont tout de suite consommés autoconsommés par celui qui a produit ces électrons. Et aujourd'hui, c'est quand même 20% ou quasiment de la production photovoltaïque en France qui va être autoconsommée. Donc ça permet en fait de ne pas avoir besoin d'acheter cette électricité puisqu'elle a déjà été autoproduite. Voilà. Et la dynamique est encore très très forte. Et on peut même dire aujourd'hui, dans le contexte du photovoltaïque ou du fait des changements de soutien et notamment de l'arrêté tarifaire en juin dernier, c'est vraiment ce modèle de l'autoconsommation individuelle qui continue en fait à tirer la filière, alors que sur les projets plus importants, sur les installations au sol par exemple, là on sent déjà un ralentissement, notamment dans les projets qui ont été soumis à l'appel d'offres. Donc, vous voyez sur le schéma à côté, on est avec un bâtiment couvert de production photovoltaïque ou à proximité et qui va donc autoconsommer et le surplus va être envoyé vers le réseau de distribution. Deuxième, il y a toujours le décalage, j'attends que ça passe. Voilà. Donc, un peu plus complexe, ça c'est quand on passe dans une logique plus d'autoconsommation collective. Alors, elle peut être de deux ordres. En tout cas, pour expliquer le schéma, on va avoir des producteurs et des consommateurs donc, qui vont être liés par un contrat de vente. Mais on va besoin là d'avoir quand même un intermédiaire au niveau local, ce qu'on appelle la PMO, la personne morale organisatrice. Et donc, ça va être un peu le tiers de confiance au niveau local qui va répertorier tous les producteurs locaux. Grâce au compteur qu'il y a sur le réseau, il va pouvoir en fait savoir le nombre de kilowattheures qui ont été injectés sur le réseau. Et à l'autre bout de la boucle, on va avoir un ou plusieurs consommateurs qui, eux, vont prendre donc, la production qui a été injectée, qui vont aussi se déclarer engagés à consommer cette production locale. Donc on peut avoir plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Et vous voyez sur les chiffres qui sont sur la droite, aujourd'hui, on a mis un peu plus de 1000 opérations de ce type-là. Et on a en moyenne 2 producteurs et 10 consommateurs. L'exemple type qu'on trouve aujourd'hui sur tous les territoires, ça va être du photovoltaïque sur le toit d'une école ou sur les services techniques d'une mairie. Ça injecte sur le réseau et dans les consommateurs, ça peut être la même collectivité, mais ça peut être aussi un partenaire tiers, par exemple une maison de retraite, un EHPAD ou un petit établissement de santé. Et en fait, c'est 2 acteurs, puisqu'il y a des numéros de SIRET différents, qui se mettent d'accord comme ça pour produire et consommer. Ces boucles aussi, elles sont de plus en plus ouvertes désormais à des citoyens, donc lambda, et on voit donc sur différents territoires. Moi, je suis donc élu des Côtes-d'Armor. La semaine dernière, on a des centrales villageoises donc, qui, eux, ont porté les projets de photovoltaïque sur les toits des collectivités. Cette centrale villageoise, elle va gérer la personne morale organisatrice, elle va aller chercher des consommateurs. Et parmi les consommateurs, par exemple, on a le parc naturel régional qui vient juste d'être créé sur la vallée de la Rance, qui sera un des premiers acheteurs. Donc c'est bien des collectivités qui ont installé du photovoltaïque grâce donc, à cette centrale villageoise, qui vont réinjecter donc, dans le réseau ces électrons consommés par d'autres collectivités, mais aussi des tiers privés. Donc ça se vraiment démocratise. C'est vraiment un modèle aujourd'hui qu'on est en train de voir partout. Et je sais que dans la salle, il y en a qui ont ce type d'approche. Ils pourront sans problème témoigner sur le sujet tout de suite. Juste aussi pour donner quelques détails, il y a quand même besoin d'un gestionnaire de réseau pour transmettre les informations concernant la consommation et la production donc sur le réseau des collectivités. C'est pour ça que notre fédération avec ses syndicats, elle regarde de près aussi comment Enedis ou d'autres entreprises locales de distribution, par exemple, peuvent suivre ces données. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il ne faut pas que le gestionnaire de réseau il contractualise autour de la PMO dans son coin. C'est important que la collectivité, elle reste aussi maître de ce partage d'électrons. Et puis, il y a quand même des contraintes aussi. On peut aller aujourd'hui, donc même s'il y a différentes règles, mais on peut y déroger. En gros, il faut qu'il y ait 20 km maximum entre le producteur et le consommateur le plus éloigné. Donc ça reste quand même sur une surface limitée.
mais il y a des ouvertures qui sont aussi proposées aujourd'hui à l'échelle d'une même intercommunalité. Donc il y a des dérogations spécifiques. Les techniciens qui sont là pourront préciser s'ils le souhaitent. Voilà, donc en tout cas, ça se démocratise aussi énormément. On va être dans l'autoconsommation collective. Des fois, il arrive que le producteur et le consommateur soient de la même entité. Donc, on parle aussi d'autoconsommation collective patrimoniale, peut-être que certains ont entendu. Donc, c'est vraiment là quand on est avec un même acteur, mais qui est à la fois producteur et consommateur, et avec plusieurs points de production et ou de consommation. Voilà. Et puis, l'autre cas qu'on pourra peut-être détailler plus tard, mais comme on a les pionniers dans la salle, Raymond Charbonnier, le président de Territoire d'énergie 44 en Loire-Atlantique, fait partie de ceux qui ont donc initié le premier CADER public, donc contrat d'achat direct en énergie renouvelable. On pourra en faire le détail. On était au début de l'été cette année à un peu célébrer ça avec Nantes Métropole. Donc là, on a des productions, mais des fois de grande quantité. Là, c'est des projets éoliens et photovoltaïques de plusieurs mégawatts. Et donc la production, elle est contractualisée avec une collectivité, Nantes Métropole en l'occurrence, qui achète donc ces électrons. C'est préfléché, il y a un contrat. Et là, vous voyez, entre la collectivité consommatrice et le producteur, et le mieux, c'est quand le producteur est également avec des acteurs publics dans le cadre de sociétés d'économie mixte, par exemple. Et ben, quand on a ce contrat-là, il y a quand même besoin d'aller chercher un autre acteur, fournisseur ou agrégateur, fournisseur d'équilibre, on dit, de façon à ce que si la production n'est pas suffisante pour assurer la consommation, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui assure de pouvoir quand même amener la fourniture complémentaire. Et donc, éventuellement, il pourrait y avoir des surproductions. Ce n'est pas les cas qu'on rencontre encore aujourd'hui. Mais de fait, il serait aussi obligé d'acheter la production supplémentaire de façon à ce qu'il y ait bien un équilibre sur le réseau entre la quantité d'énergie injectée et la quantité d'énergie soutirée. Voilà. Et donc, ça se démocratise vraiment beaucoup également. Mais s'il n'y en a qu'un au niveau national, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est quand même complexe. Donc, il y a notamment la partie juridique, la partie technique, tout ça sur lequel il faut se faire accompagner, et c'est ce qu'on travaille à la FNCCR. Voilà. Là, c'est juste pour compléter donc, ce que je vous disais, en disant que c'est important aussi que du côté production, les acteurs locaux se mobilisent. Ça fait partie aussi de l'autre partie en termes de démocratisation. C'est que si on veut de l'acceptation autour des énergies renouvelables, il vaut mieux que la collectivité, les citoyens soient impliqués dès le début. Et un bon moyen donc, de pouvoir s'impliquer, c'est de passer par des entreprises publiques locales, sociétés d'économie mixte, qui après vont pouvoir créer des sociétés donc, par action simplifiée de production et d'une certaine manière assurer que la production elle soit bien maîtrisée par les acteurs locaux pour après aller desservir les consommateurs locaux. C'est comme ça aussi que l'acceptation est bien au rendez-vous. Voilà pour ce temps un peu de défrichage partagé. Voilà, c'est normal, hein, au jardin, il faut commencer par défricher pour que ça puisse pousser après. Et on va voir comment les électrons ont poussé en Vendée maintenant. À toi, Laurent. Merci beaucoup. Alors, comment... Il faut que je commence tout de suite avant de parler, en même temps de me présenter. Bonjour à tous. Donc, Laurent Favreau, président du syndicat d'énergie de la Vendée. Donc, avec... alors, ça, c'est pas moi non plus. Ça devait être pour toi, cher ami. C'est après, ça. Alors, il faut peut-être que je passe. La technique, il faut que vous avanciez à certains... Ah, voilà. Merci. Donc, syndicat d'énergie, peut-être que vous connaissez la Vendée. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous y invite. C'est un très beau département. Alors on n'a pas les montagnes, mais on a la mer. Donc, c'est aussi très sympathique. Et on a aussi beaucoup de soleil. Et donc, la structure du syndicat d'énergie qui repose sur l'ensemble du territoire départemental, donc regroupe l'ensemble des communes et des intercommunalités. Et donc, ça fait plus de 75 ans qu'on est organisé pour distribuer l'énergie, rénover nos bâtiments et aussi produire de l'énergie. On a une SEM, la SEM Vendée Énergie, dont l'actionnaire majoritaire est bien sûr le syndicat, et qui nous permet de produire et donc derrière d'imaginer des projets d'autoconsommation. Donc, le contexte, je dirais qu'il est assez global. Pour le photovoltaïque en Vendée, c'est le deuxième gisement. On a beaucoup de vent aussi en Vendée, donc c'est pour ça qu'on a aussi d'importants parcs éoliens. On a un engagement des EPCI dans le développement des PCAET. Et pour compléter tout de suite ça, il faut savoir qu'en Vendée, on a réalisé avec chaque intercommunalité des sociétés de projet. C'est-à-dire que Vendée Énergie et les sociétés de projet se sont regroupées au sein d'une SAS
SAS en Pays 2, La Roche-sur-Yon, SAS en Pays des Sables-d'Olonne, pour pouvoir co-investir dans des unités de production d'énergie renouvelable qui peuvent mettre ensuite à la disposition donc, de ces projets-là. Donc c'est vraiment une multiplication, une démultiplication du pouvoir, je dirais, financier, puisque Vendée Énergie a la capacité, mais les territoires l'ont aussi. Et surtout, c'est donner la parole aux territoires pour décider dans quelle énergie ils veulent investir. Et donc, la Société d'économie mixte, Vendée Énergie, vient appuyer les élus d'un côté financier, juridique et évidemment réglementaire. Donc, on a un certain nombre de projets. La volonté du CIDEV, eh bien, c'est d'accompagner donc ses adhérents dans ces projets-là. Et puis, on a des bénéfices dont vous le connaissez évidemment, la réduction de la facture d'électricité sur le territoire. On a aussi cette électricité verte et locale. Je pense qu'on en est tous attachés avec ces productions locales et cette consommation locale. On a la possibilité de produire, eh bien, plutôt que d'aller chercher des électrons très loin, on les a sur notre territoire. Faisons-les transiter tout de suite vers nos consommations. Et puis, évidemment, on a les enjeux de développement économique local que vous vous doutez, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on a regardé ça depuis, je dirais, déjà 2022-2023 ? On a un contexte que vous connaissez certainement, Dominique en a parlé, avec le régulateur du réseau, Enedis, on a des fournisseurs d'électricité. Je dirais que c'est la partie centrale sur laquelle nous, on s'est beaucoup appuyé en disant, eh bien, comment est-ce qu'avec notre production locale, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, les énergies en pays 2 sur l'ensemble des territoires, comment est-ce que ce producteur-là vient avec des consommateurs qui ont la volonté eh bien, de consommer cette énergie, comment on s'organise. Et puis, il y a certainement un élément assez fondamental, puisque avant de réussir des projets que je vais vous présenter après, on a essuyé quelques plates. On a organisé une première expérience sur un tout petit périmètre, une production sur des commerces locaux. On avait une production photovoltaïque, on avait 4 consommateurs en dessous. Et là, on a essayé d'organiser les choses, et c'était compliqué. On s'est pris des murs, hein, comme on dit vulgairement. Ça n'a pas été quelque chose de bien fait, de part qu'un seul facteur, c'était les fournisseurs d'énergie auprès de ces locataires. Donc on avait un boulanger, on avait un coiffeur et on avait quelques habitations. Eh bien, les fournisseurs d'énergie de ces clients-là ne défalquaient pas la production d'énergie renouvelable sur leur contrat. Ce qui fait qu'en fait, on payait 2 fois. Quand les artisans payaient leur facture globale et ils payaient aussi la facture de production d'énergie renouvelable qui était adressée par Vendée Énergie. Donc, comme c'était un cas expérimental, c'est l'ASEM Vendée Énergie qui n'a pas facturé, mais on voyait bien qu'il y avait un certain nombre de fournisseurs qui ne jouaient pas le jeu, il faut le dire clairement. On a certains qui jouent le jeu, donc on a travaillé avec la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, avec Mme Vargon, pour dire il faut vraiment obliger ces fournisseurs d'énergie à rentrer dans le mécanisme pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, on a réussi, on avance. Ce n'est pas gagné encore complètement partout, donc il faut vraiment être vigilant à ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, nous, on a décidé, le CIDEV, d'être la personne morale organisatrice. C'est-à-dire que nous sommes la personne tierce de confiance qui permet eh bien, aux producteurs qui sont là et à nos adhérents d'être garantis par le contrôle de l'opération par le syndicat d'énergie. C'est nous qui regardons, c'est nous qui mettons des moyens pour s'assurer que le travail est bien fait et que tout se réalise comme il est prévu. Alors, on a aussi fléché un petit peu nos actions en disant notre PMO du CIDEV, elle interviendra à partir du moment où le retour doit être majoritairement pour les collectivités. C'est-à-dire qu'il faut que les consommateurs, derrière, soient majoritairement des collectivités. Puisque si on commence à travailler pour les industriels, des boucles locales très larges, où en fait on serait une PMO pour des acteurs industriels, à un moment donné, il faut que l'argent public retourne quand même au service public aussi. Donc on va rester sur des boucles d'opération où, à minima, 50% de la consommation revient à une mairie ou à un CCS. On peut avoir d'autres acteurs qui viennent compléter cette demande-là, mais en tout cas, il faut qu'on ait quand même ce souhait-là. Donc on voit véritablement, vous l'aurez compris, hein, on a le dernier recours, comme je disais, comme l'autoconsommation ne suffit pas à couvrir les besoins, eh bien on a un fournisseur d'électricité, on a aussi obligation d'achat avec EDF en dernier recours, on a Enedis qui vient contrôler,
Mais toute cette organisation-là fait qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'accompagner concrètement les collectivités. Effectivement, voilà. Donc comment on a réagi par rapport à ça? Donc maintenant, on a nos adhérents qui sont les EPCI, les communes, des élus qui veulent solariser leur toiture. Et dès qu'on a une demande, eh bien, ils se dirigent vers le syndicat d'énergie pour dire, eh bien, nous, on souhaiterait produire de l'énergie, mais on souhaiterait aussi l'autoconsommer. Comment on fait? Le syndicat se pose en tant que guichet unique et derrière, on analyse pour savoir si, effectivement, on peut avoir une autoconsommation patrimoniale, c'est-à-dire dirigée vers nos propres bâtiments. Une collectivité produit et dirige vers un certain nombre de points de livraison de son patrimoine, ou alors on s'oriente plus vers une production un peu plus importante, souvent supérieure à 30 kW crête. Et donc là, si c'est intéressant, on continue à vendre totalement, ou alors eh bien, on a des consommations collectives avec un certain nombre de points qui peuvent être délivrés. Donc là, il y a deux choix importants. Le CIDEV, pour accompagner les collectivités, a mis un certain nombre d'aides financières en place, c'est-à-dire qu'on vient aider au financement du bureau d'études qui accompagne la collectivité pour la solarisation. On vient aussi aider l'étude de structure, puisque souvent les projets des communes sont faits pas forcément avec des productions photovoltaïques sur leur toiture. Donc on vient les aider en disant il faut adapter la structure de votre toit. Donc on les aide là-dessus. Si effectivement la structure demande un renforcement pour poser des panneaux, on vient aussi accompagner les collectivités pour renforcer ces structures. L'objectif, c'est de capter un maximum de solarisation. Donc s'il y a un petit manque, eh bien, comment on les accompagne? Et puis, dans la gestion de l'autoconsommation, c'est notre PMO. Donc on a essayé de décliner ça pour vraiment accompagner le mieux possible. Et donc on se retrouve avec des enveloppes du syndicat en direction des communes. Je clique 2 secondes. Voilà, j'ai appuyé une autre fois, ça va passer à l'autre. Donc vous voyez, voilà, les déclinaisons que je vous disais, donc c'est 80% à chaque fois, on est au maximum de ce qu'on peut faire. On n'a pas le droit, vous savez, de dépasser 80% de financement dans les projets. Autrement, on va se faire rétoquer. Donc on a eu un certain nombre de projets qui sont déjà lancés. Donc on est à 80% sur l'étude de structure, on est à 80% sur l'étude pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et on renforce sur les charpentes. On vient aider à hauteur de 200 € d'aide par rapport au mètre carré renforcé. Ça ne fait pas tout, mais on vient quand même bien accompagner les communes quand ils ont certaines difficultés. Donc c'est des projets, vous voyez, qui émergent. On a commencé en 2023, on a de plus en plus d'études qui s'opèrent. Et puis je dirais, on est un peu sur des opérations de fin de mandat aussi. On va en faire un bilan là, cette fin d'année. Et puis dans le prochain programme du syndicat qu'on présentera avec les nouveaux élus, eh bien, nous essaierons de renforcer, de voir où il y a du manque et essayer d'accompagner le mieux possible. Donc on a aujourd'hui plusieurs expérimentations qui sont réalisées. On a 4 opérations territoriales qui sont déjà en service. On a aussi 3 opérations patrimoniales. Donc le territorial, si vous avez compris que ce n'est pas que des consommateurs publics, on peut avoir d'autres consommateurs. Et puis sur celle patrimoniale, c'est véritablement sur le patrimoine de la collectivité. Donc on a aujourd'hui, vous voyez, les 138 sites qui sont alimentés par 4 centrales photovoltaïques. Ça représente plus de 1000 kW crête. Et on a sur les opérations aussi 3 autres. Donc vous voyez, celui que je vous ai parlé tout à l'heure qui a échoué, c'est celui de la Genetouze, qui a été compliqué. Donc on a arrêté, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas continué à développer les projets. On a développé un autre projet sur Talmont-Saint-Hilaire. Son premier vice-président pourra nous en parler s'il le souhaite après. Mais en tout cas, on a véritablement aujourd'hui, comme tu dis Dominique, cette ouverture, et ça fonctionne. Aujourd'hui, on peut dire ça fonctionne. On a véritablement des opérations qui sont intéressantes et donc on se développe au fur et à mesure sur l'ensemble du territoire vendéen avec ces sociétés-là. Donc pour un exemple concret, quand ça va vouloir arriver, on est sur la commune d'Esnay. Vous voyez, donc un partenariat entre la commune, Vendée Énergie, donc qui est notre producteur, et le CIDEV, derrière sa fonction de PMO. Et donc sur l'autoconsommation, depuis le 1er juillet, c'est une production sur une centrale PV, donc sur le complexe aquatique. Donc ça, c'est une première centrale. Et derrière, on a 43 points de livraison. Donc, tout à l'heure, Dominique, tu parlais de l'élargissement par rapport aux 20 km. Là, on était, je pense, à l'époque, encore sur les 2 km. Mais là, derrière, on va peut-être pouvoir aller chercher encore
d'autres consommateurs et on aura peut-être à associer aussi d'autres producteurs qu'on viendra compléter, ce qui fera que, vous voyez, aujourd'hui, dans la part d'autoconsommation, on est relativement faible, on n'est qu'à 8%. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à travers la société de projet que nous avons avec la commune d'Esnay et plus largement avec la communauté de communes de Villiers-Boulogne, eh bien, toutes les centrales que nous allons mettre en œuvre de par la société de projet rentreront dans le périmètre du producteur et derrière, on aura l'élargissement peut-être aux 20 km ou à la communauté de communes, comme tu l'as dit, puisque les textes ont évolué. Et donc, on livrera l'ensemble de cette production à ces différents points de consommation. Et puis, le SIDEV, là, on est vraiment dans de la consommation intérieure. Donc, le SIDEV s'occupe pour la commune d'Esnay la gestion de tous ces flux-là. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui, mais on n'est pas rendu en pleine puissance, déjà un gain annuel pour la commune de 7 200 €. Alors vous allez me dire, 7 200 €, ce n'est pas non plus la panacée, mais c'est au moins dire que sur le territoire, on ne va pas chercher les électrons ailleurs. Sur cette partie-là, on a déjà autoconsommé 8% de la production d'un centre aquatique. Et donc là, la multiplicité de la production locale permettra la consommation sur les sites qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Vous voyez toutes les périmètres. Et vous voyez ceux qui aujourd'hui sont encore en dehors du cercle, du fait de la nouvelle disposition réglementaire, on va pouvoir élargir le cercle et aller chercher aussi ces consommateurs. Et donc c'est un vrai gain par rapport à cet objectif-là. Sur la commune de Talmont, Patrick, je peux en parler aussi quelques mots. C'est aussi le même type de projet. Je ne l'ai pas à l'écran parce que je l'ai rajouté ce matin. Mais en tout cas, ça nous permet là d'avoir une commune qui produit sur les salles des fêtes. On a 2 salles des fêtes qui sont équipées de panneaux. Et là, sur les consommateurs qui sont directement rattachés à la commune, on a l'hôtel de ville, on a le centre de loisirs, on a un groupe scolaire, on a également un multi-accueil, on a un complexe de tennis, on a une médiathèque. Eh bien, tous ces mêmes points de consommation, puisque là, on n'a pas des sirettes différents, on a le même sirette, c'est la commune. Eh bien, on répartit sur l'ensemble de ces consommateurs, puisqu'évidemment, peut-être que l'hôtel de ville ne travaille pas le même jour que le centre de loisirs, quoique ils travaillent tous à Talmont-Saint-Hilaire. Oui, ils travaillent. Mais en tout cas, les mêmes horaires que le multi-accueil ou le complexe de tennis. Eh bien, la production, elle, ne s'arrête pas. Et donc, dès qu'on a un consommateur qui appelle, eh bien, c'est directement la production de ces centrales qui vient tout de suite alimenter. Et donc, on réduit. Et là, pour la commune de Talmont-Saint-Hilaire, les premiers calculs qu'ils font, ça commence à devenir un peu plus intéressant, c'est à hauteur de 13 300 €. Donc au-delà du message politique, clairement, je pense qu'il faut embarquer nos citoyens, il faut l'expliquer. Vous avez dit tout à l'heure aussi, on ne réussira pas à s'emmener nos citoyens, ils le font déjà un petit peu sur leur propre habitation. Et bien dans les collectivités, en plus du message politique de production locale, consommation locale, on arrive à faire des gains financiers très intéressants. Et je pense que le développement de toutes ces structures-là permettra d'augmenter évidemment ces gains-là et de se rassurer et de travailler pour nous. Et je pense que les élus locaux, on aime bien travailler pour nous. On aime bien dire que ça apporte concrètement du résultat pour nos concitoyens et pour nous élus. Je pense que c'était une belle dynamique. Voilà pour la présentation. Mais merci de ces 2 présentations. La commande qu'on leur avait passée, c'est d'essayer d'expliquer le plus pédagogiquement possible. Je crois que c'est réussi. On a même l'impression, en l'écoutant, que c'est tout simple à faire. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait le cas. Donc, ce que l'on vous propose, c'est dans un premier temps de répondre aux questions de celles et ceux qui ne connaissaient pas ou qui voudraient faire. Et ensuite, dans un deuxième temps, on reviendra sur une partie plaidoyer de ce qu'on veut faire et aussi avoir peut-être quelques témoignages de villes, de syndicats qui sont intervenus. Alors, les questions. Oui, bonjour, Didier Leprince, au Banc Champagne et 3 Champagne Métropole. Juste une question simple, vous avez évoqué donc les gains. Est-ce que ces gains incluent l'économie de fonctionnement propre ou est-ce que ce sont des gains uniquement liés à la revente ? Ça marche, oui, c'est bon. Non, ce n'est pas uniquement à la revente, c'est vraiment le gain sur la diminution globale. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on aurait consommé, ce qu'on aurait payé en plus si on avait tout pris sur le réseau. Tandis que là, on est vraiment sur une économie du fait qu'on n'a pas consommé, on a auto-consommé. Donc derrière, ça génère ces économies-là. Okay. Et deuxième question, si je peux me permettre.
on commence à être sollicités, nous, élus locaux, sur des startups, des entreprises qui viennent nous voir. Ils disent, bon, on installe tout. Monsieur le maire, c'est simple, on installe tout. À la fin de l'année, on vous fait un petit chèque. Il est un peu petit, c'est vrai. Et on voit bien qu'à travers nos syndicats départementaux d'électricité, il y a peut-être d'autres pistes. On devient donc maître d'ouvrage, finalement. Et on peut travailler sur l'autoconsommation, voire l'autoconsommation partagée, après avoir bien évalué les besoins peut-être des collègues autour et d'élargir le cercle pour avoir une optimisation, finalement, et un service qu'on partage donc avec un territoire, quoi. Donc c'est ce que vous nous présentez, finalement. Oui, tout à fait. Enfin, j'adore les startups, hein. Il en faut, hein. Mais il faut se méfier aussi, quoi. Les business models, je vous ai dit, quand on a fait le modèle de la Genetouze où on s'est planté, le business model, sur le papier, il tenait la route, hein. Mais la start-up qui était gérée par nous-mêmes, nous étions syndicat, nous étions devenus start-up, ça n'a pas marché, puisque finalement, la déclinaison pratique dans la réalité, vous savez, il y a toujours la feuille de match et puis il y a ceux qui jouent. Sur la feuille de match, tout est bon. Sur ceux qui jouent, des fois, il y en a qui se blessent. Et bien là, c'est pareil. Dans les startups, il y en a qui vantent les mérites, qui sont aussi sur du stockage d'énergie. On a beaucoup ça aujourd'hui, où il y a beaucoup de sociétés qui viennent nous voir en disant on va stocker l'énergie, ça ne vous coûte pas un sou et on vous régule le marché. Sauf que ça s'appelle ça de la financiarisation, merci, de l'énergie. Nous, on s'est toujours opposé parce qu'on estime que c'est se faire de l'argent sur le dos des consommateurs et sur le dos des producteurs. Là, c'est un petit peu la même chose. Il faut faire attention. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons exemples, qu'il n'y a pas des bonnes startups qui peuvent avoir des idées. Ayez le réflexe d'interpeller peut-être votre syndicat, peut-être la fédération, qui vous a à vous dire attention, le modèle qui est proposé n'est peut-être pas tout à fait celui-ci, et est-ce qu'on a pensé à tout? Je vous dis, rien que cet exemple-là tout à l'heure, c'est-à-dire de défalquer de la facture finale de votre fournisseur les kilowatts autoconsommés, on a beau leur dire, leur redire, s'ils arrivent à continuer à facturer, ils le feront. Donc il n'y a pas que des gens bien non plus dans le monde de l'énergie. Et pour compléter, je ne sais pas si ça marche. Si. Ouais. En fait, ce qu'on a vu dans les productions d'énergie renouvelable il y a quelques années, quand on avait des développeurs qui arrivaient, ils s'installaient en gros chez nous sur le territoire et ils partaient avec donc les retombées financières et le territoire n'en profitait pas. C'est pour ça qu'on est une cinquantaine de départements où les syndicats d'énergie ont créé des sociétés d'économie mixte pour en fait garder les retombées économiques sur le territoire par notre intermédiaire ou par directement celui des collectivités. Sur l'autoconsommation collective, il y a le même enjeu. Si on laisse des acteurs extérieurs faire tout seul, on va en fait perdre la main et on ne va pas, en avoir les retombées. Il ne s'agit pas de travailler sans les acteurs privés, mais par contre, il est important que les acteurs publics se mobilisent pour vraiment surveiller, contrôler comment c'est fait. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Et le deuxième sujet qu'on a aussi autour de la valorisation locale de cette énergie, c'est que on pourrait imaginer que des acteurs privés arrivent tout de suite, ils vous mettent les choses clés en main. Alors, on a souvent tendance aussi à vouloir des choses immédiates, très rapides. On est un peu comme nos concitoyens, on est moins patient qu'on a été en tant qu'élu. Moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve de la patience. Il faut prendre le temps. Vous avez vu les projets que Laurent a pu présenter. Des fois, ça met 3-4 ans avant de sortir. Il faut prendre ce temps-là parce que c'est comme ça qu'on garde la main sur les projets. Il ne s'agit pas d'aller vite pour être le premier à avoir développé l'autoconsommation collective. Si c'est quelqu'un qui vous l'a fait et que vous n'avez aucune retombée, quel intérêt? Prenons le temps pour garder la main et puis surtout être le premier bénéficiaire de l'intérêt en fait, de cette consommation collective. Merci. Je crois qu'il reste 3 questions, donc je vous propose qu'on essaye de faire les 3 questions, puis vous répondrez globalement aux 3 après. Des fois, c'est un peu difficile, mais en même temps, ça permet de répondre à toutes les questions. Donc, comment vous faites pour répartir la production entre les différents consommateurs? Question simple. On va y revenir. Deuxième question. Oui, bon. Deuxième question, l'articulation entre les SAS locales et les SEM. Je suppose que les SAS sont calqués sur des collectivités ou des municipalités ou des Comcom, et la SEM est à l'échelle du département. Mais je voulais savoir comment vous avez construit le système. En fait. Oui, Jean-Benoît Champeau, maire d'une commune dans l'Ain de 530 habitants, Saint-Éloi. Ce que vous avez présenté
Malheureusement, dans notre secteur, ça n'est pas structuré à ce niveau-là. Et on a eu la folie de se lancer au niveau d'une commune de 530 habitants sur exactement votre problématique. Et j'ai eu la chance de façon très hasardeuse, du moins vraiment le hasard. Et c'est là où je pense que l'AMF aurait quelque chose à faire pour informer l'ensemble des communes de ce qui se fait, parce que cette information ne circule pas. De rencontrer un collègue près de très au nord qui était un peu, qui est complètement là-dedans et qui m'a interpellé sur un aspect que vous avez évoqué, c'est sur le problème de la facturation. Aujourd'hui, entre la réglementation ou la législation, je ne sais pas le dire, qui dit que effectivement le consommateur final va avoir deux factures, c'est-à-dire la facture de son fournisseur historique et la facture d'un fournisseur, je ne sais pas comment on l'appelle. Et lui, son retour d'expérience, c'est qu'au niveau de l'association qu'ils ont montée avec la PMO, ils ont été obligés d'exclure tous les clients qui n'avaient pas comme fournisseur historique EDF. Parce que dans 100% des cas, les fournisseurs alternatifs ne jouent pas le jeu. Alors, je ne sais pas s'ils ne jouent pas le jeu ou s'ils sont dans l'illégalité. Là, moi, je n'ai pas ce retour d'expérience. Donc, aujourd'hui, nous, on est à quelques mois de se lancer dedans, c'est-à-dire, on est un petit producteur, 2 fois 36 kilos, 40% d'autoconsommation pour la collectivité, de façon à avoir des gains énergétiques, et les 60% où politiquement, parce qu'on monte une usine à gaz, c'est une usine à gaz aujourd'hui, où on a la vocation de revendre 60% de 72 kilos crête, donc vous voyez que ça ne fait pas grand-chose à la fin de l'année, mais c'est une volonté politique à nos habitants. Et moi, j'ai cette inquiétude sur la refacturation. Bonjour, Blaise Métamo, je suis adjoint au maire dans la commune de Alouin, dans le Nord. Nous nous intéressons à ce sujet. Néanmoins, on est une commune de 21 000 habitants. Je ne sais pas s'il y a un seuil de population minimal pour se lancer dans un tel projet. Est-ce qu'une ville toute seule peut piloter sans passer par un syndicat d'énergie? Et enfin, ma question, c'est surtout la maintenance. On a vu les gains qui sont générés, mais comment on arrive à la durée de vie même aussi des panneaux photovoltaïques? Donc c'est quand même une crainte sur qui s'en occupe. Est-ce que c'est un traitement en régie? Est-ce que c'est en prestation? Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose dans le cadre de notre projet futur municipal. Merci à vous. Allez, je me lance. J'espère que j'ai retenu les 4 questions. Je ne suis pas sûr. Mais vous saurez me le dire. Alors, la répartition, vous savez, l'électron, il est pas courageux. Si on a un consommateur qui est ici, on a un producteur qui est ici et un consommateur qui est là, il prend le schéma le plus court. Donc, dès la production, il s'en va à la consommation. Comment c'est réparti? Je dirais c'est en fonction des temps d'activité. C'est simplement que, juste tout à l'heure, l'hôtel de ville ne travaille certainement pas en même temps que le complexe de Ténix. Donc on a des consommations et on a, après, dès la fin de la consommation, en fait c'est un système technique. Alors je ne suis pas électricien non plus, mais en tout cas on m'a bien expliqué qu'il y avait en priorité la consommation de ce qui venait de l'autoconsommation, et dès qu'on n'a plus de consommation, ça veut dire une arrivée à zéro par le compteur de la production, eh bien c'est le compteur du réseau qui vient prendre le relais. Et là on est capable de mesurer ce qui est consommé d'un côté et de l'autre. Mais le problème, c'est vrai qu'effectivement, le fournisseur, lui, vient que ce qui passe par le réseau. Il n'a pas l'autre compteur. Pourtant, l'information, elle lui est donnée. Les compteurs intelligents, je pense qu'on a tous entendu parler. Ça fonctionne même très bien. Mais il y a des fois, certains qui ne jouent pas le jeu. Alors, peut-être tout de suite répondre, avant de répondre par rapport au SEM, sur les fournisseurs d'énergie. Je ne sais pas si je vais être très... Ah, mes collègues devant ont un peu peur. Bon, il faut que je tire... D'accord, ok. Je vais être courtois et poli. EDF n'est pas forcément le meilleur. J'ai des polis là. Non, déjà c'est trop. Bon, d'accord. On en a d'autres. Engie fait très bien son travail. Il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'autrement je ne vais pas tous les énumérer, il y en a beaucoup. Mais attention, il n'y a pas... nous, on est en train de travailler sur les PPA. Vous savez, l'intégration de
Donc c'est de l'achat d'énergie. Le syndicat a un marché d'énergie. On a 400 adhérents. Ça représente 200 voilà, à acheter. Et nous, on veut intégrer nos 60, nos 80 gigas de production locale à l'intérieur de notre contrat. Ceux qui nous enquiquinent le plus, c'est EDF. Donc je suis désolé, mais peut-être pas mettre ses œufs tous dans le même panier. J'ai rien contre EDF, quoique. Mais il y a d'autres fournisseurs qui jouent bien le jeu, et d'autres qui ont compris tout l'intérêt de la production locale, qui jouent le jeu de l'expérience, de l'expérimentation, de partager la valeur. D'autres qui jouent un peu moins le jeu. Donc ça se fait. Après, effectivement, il faut peut-être en parler directement avec son fournisseur pour voir s'ils ont bien compris le mécanisme de l'autoconsommation collective ou individuelle pour d'ailleurs ça puisse décliner. Mais il n'y a pas de taille. Hein. Vous parlez de 500 habitants. Bravo. Bravo pour votre engagement là-dessus. Je pense qu'on a tout intérêt. Même chose pour 21 000 habitants. Il n'y a pas de petites, de grandes communes, je dirais. Évidemment, plus que le dossier est important, peut-être que c'est plus complexe à monter. Quoique quand on est une petite commune, ce n'est pas évident non plus. On n'a pas forcément toutes les associations, tous les mécanismes pour le faire. Donc je dirais, il n'y a vraiment pas ça. Sur la maintenance, c'est le producteur. Hein. Nous, on est Vendée Énergie, par exemple, producteur d'énergie. Eh bien, nous, on s'occupe de la maintenance de nos panneaux. C'est des contrats sur 20 ans, sur 25 ans. On fait intervenir, on a des contrats avec des prestataires pour faire le lavage des panneaux, pour organiser tout ça. On a prévu, par exemple, s'il y a une panne sur un onduleur, ça fait partie du producteur. Donc, c'est vraiment lui qui se charge de la production. Le consommateur n'a rien à voir là-dedans. Il est vraiment détaché de cette problématique de production. On a vraiment un rôle de producteur et un consommateur. Sur les SEM, comment on s'est organisé ? La loi oblige la SEM départementale à être à 51%. Donc la SEM est effectivement à 51%. Et après, on a proposé à chaque intercommunalité d'être un minimum quand même à 20% et jusqu'à 49%. Donc les intercos choisissent leur niveau d'intervention au sein du capital. On a des collectivités qui sont à 30%, d'autres qui sont à 40%, d'autres qui sont à 49%. On en a fait une, par exemple, avec le département de la Vendée. Donc la SEM Vendée Énergie est à 51%, le département de la Vendée est à 49%, et par exemple, on intervient sur l'ensemble des collèges, les parkings des collèges, on fait des ombrières, on fait des rénovations de bâtiments, on fait de la production sur les bâtiments neufs. Mais par contre, et c'est là, nous, l'engagement qu'on a mis à l'intérieur du règlement, ce n'est pas à cause que la SEM est à 51%, donc majoritaire, donc globalement, on pourrait décider sans l'aval des élus, on a fait tout l'inverse. On a dit, nous, on ne commencera à intervenir que quand le conseil d'administration de cette SEM, donc des élus du territoire plus les élus de Salem, valide l'investissement. C'est bien eux qui déclenchent, qui donnent le go. C'est un espèce d'engagement respectif, mutuel, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Et on a trouvé tous les levées de fonds. Et aujourd'hui, dans les territoires, surtout qu'il y a des volontés politiques très différentes. Il y en a qui ont choisi d'investir dans la transition, d'autres pas. Eh bien, le niveau d'investissement, il dépend des collectivités. On a des territoires qui sont déjà mis dans leur patrimoine, parce qu'en fait, on constitue au départ la SAS. Et une fois qu'on a fait la SAS, on fait l'état des lieux pour savoir tout ce qui est capable de produire, en ombrière, sur bâtiment, en éolien, en méthanisation, en photovoltaïque. Et une fois qu'on a fait tout ce benchmark, on sait que, eh bien, on lève 80% de dette, hein, et les 20% qui restent sont partagés entre les deux actionnaires. Et donc, il y a un businessman. On sait que pendant les 10 ans à venir, la communauté de communes, la communauté d'agglomération aura tant à débourser au fur et à mesure qu'elle le décidera et au fur et à mesure de ses budgets disponibles. Et nous, la SEM, en face, eh bien, on vient compléter le financement par rapport à ce qui aurait été choisi. J'espère que j'ai répondu à peu près aux 4 questions. Merci Laurent. Je complète sur les questions concernant la répartition entre producteurs et consommateurs. Laurent a répondu sur la partie physique. Il y a aussi la partie contractuelle. Et en fait, au niveau des boucles énergétiques locales, avec la personne morale organisatrice, qui va être un peu le tiers de confiance, elle va aussi animer le réseau des producteurs et consommateurs pour qu'ils se mettent d'accord sur une clé de répartition. Et d'une boucle à l'autre, certains vont dire, allez, on divise les parts du gâteau de la même taille. Mais d'autres vont dire, non, moi j'ai vraiment besoin d'avoir 20% de ma consommation qui doit être fournie par de la production locale. Donc il pourrait avoir un consommateur, par exemple, qui achète plus que les autres au sein de la même boucle. Mais ça, c'est un accord local à trouver boucle par boucle. Et la personne morale organisatrice, pour moi, elle a ce rôle d'animation entre producteurs et consommateurs.
Donc on est plusieurs départements à avoir mis en place ces personnes morales organisatrices à l'échelle départementale. Des fois, ça cohabite avec des PMO au niveau plus local. Donc j'ai pris la plaquette là, de nos collègues d'Ille-et-Vilaine. Donc la PMO en Ille-et-Vilaine s'appelle Partenaire 35. Dans le 22, c'est Partenaire 22. On a piqué le nom. Et donc la petite plaquette, là, elle est sur leur site. Elle est très très simple. Elle explique comment une personne morale organisatrice fonctionne pour la question de la répartition que je viens d'évoquer, mais aussi pour la facturation. C'est parce que voilà, le rôle de la PMO aussi, ça va être d'aider à la facturation entre producteurs et consommateurs sur un tarif sur lequel les acteurs de la boucle se seront mis d'accord. Je poursuis sur la partie fournisseur d'équilibre que je fais en lien avec la structuration SEM, parce que de fait, on peut aller chercher un fournisseur d'équilibre parmi les grands énergéticiens, mais là, on travaille aussi avec la fédération et avec certains syndicats au fait que nos SEM, potentiellement étant producteurs, elles pourraient aller jusqu'à développer ce rôle de fournisseur d'équilibre. Alors c'est technique, légalement, juridiquement, il y a encore des choses à caler. Mais en fait, on pourrait imaginer aussi qu'on se sépare de ces fournisseurs et qu'on soit nous-mêmes acteurs de cet équilibre au niveau local en venant amener le complément de production grâce aux projets dans lesquels on est impliqué. Et je termine avec la question aussi du développement de tout ça. Vous avez vu, hein, on tâtonne encore un peu. Ça existe, hein, Laurent a vraiment témoigné fortement. Aujourd'hui, c'est une réalité sur les territoires, mais en fonction des configurations des territoires, de la volonté locale, aussi de la capacité des acteurs à un moment donné, il y a besoin en fait qu'on continue à partager, à progresser ensemble. En Bretagne, on est soutenu dans le cadre d'un projet FEDER qui s'appelle Accélère, justement sur le partage des expériences déjà entre les 4 départements bretons. Le Finistère est très bien avancé, notamment sur le choix des logiciels, sur la question de la facturation, de la structuration. On partage avec les collègues d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor. Et l'idée, c'est qu'en gros, ceux qui essuient les plâtres, ils puissent aller s'essuyer sur le dos de ceux qui arrivent après. Et donc, comme ça, on peut tous progresser ensemble. C'est vraiment une aventure collective et on n'y arrivera que si on partage ces expériences. C'est comme ça qu'on va changer aussi le modèle énergétique. Je vais conclure juste là-dessus, c'est qu'il ne faut pas croire que ce modèle de boucle énergétique locale, il vient remplacer en gros l'ancien modèle où vous achetez un fournisseur avec un contrat juste d'approvisionnement en électricité. Les deux modèles vont continuer à cohabiter et tant mieux. Et du point de vue d'une collectivité, comme l'a dit Laurent, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Continuer à profiter aussi de l'électricité qui à un moment peut être pas très chère sur le réseau. Vous avez intérêt en fait à profiter des opportunités de marché comme on dit, mais renforcer aussi votre autonomie de façon en étant autoproducteur, autoconsommateur, moins vulnérable aux aléas du marché. Il va falloir sans doute mettre un peu des deux. Vous allez sans doute payer plus cher l'électron que vous allez autoproduire ou autoconsommer, mais vous allez avoir un prix garanti, en gros, peut-être avec une inflation à 1-2% sur 20 ans. Donc ça, au moins, vous pourrez dire, dans votre facturation, ça ne va pas bouger, ou très peu. Et après, vous pouvez aller chercher sur le marché les opportunités, et donc là aussi, on vous en accompagne. Donc voilà, pas de modèle unique. À vous de sentir le taux d'autoconsommation que vous voulez vous donner. Et puis après, donc, travailler avec les collègues à l'échelle départementale, à l'échelle régionale. Et comme ça, tout le monde trouvera les meilleures opportunités possibles. Merci. Dans les remarques qui ont été faites, il y a la demande formulée auprès de l'AMF d'être plus informatif, plus proactif peut-être sur ces questions de boucle locale. Premier élément, on l'a fait aujourd'hui en organisant avec les FNSCR cette rencontre. Je crois que quand on l'a organisée, on ne savait pas combien il y aurait de gens dans la salle. Je crois que votre participation montre que c'est un sujet qui intéresse. Donc, vous le savez sans doute, la commission transition écologique de l'AMF organise régulièrement, à peu près une fois par mois, un webinaire à l'ensemble des maires et des services des villes pour présenter un sujet particulier. On essaye de prendre des sujets qui rapportent un certain intérêt. On a des fois plus de 1000 inscrits qui y participent. Donc je crois qu'on peut noter que cette question de la boucle locale d'énergie fera partie des questions qu'on sera amené à vous proposer dans les prochains mois. Donc je vous invite à être attentifs. Des fois, on reçoit beaucoup de mails. Regardez avec beaucoup d'observations les mails qui viennent de l'AMF et qui présentent ces informations. Il nous restait quelques minutes. Alors, il y a une question, la main qui a été levée dès le début, mais elle n'a pas eu de chance. Et puis après, peut-être tu rediras quelques mots sur la partie plaidoyer. Madame le maire d'Afou, première commune du Rhône, 400 habitants. Avant de profiter de ce système,
quid sur les ABF? Je ne suis pas le responsable des ABF. Et on en entend parler à chaque réunion, à chaque commune. Donc peut-être qu'on peut avoir une réponse ici, et peut-être des solutions. Mais je sais que c'est un problème, mais je n'ai pas franchement de réponse. Mais peut-être que madame a la réponse. Donc j'ai un micro, je peux lui rendre, je peux lui donner le mien. Effectivement, présidente de communauté de communes dans le Nogent-T, dans l'Aube. À Nogent-sur-Seine, on a le cas, puisque le siège de l'Interco est dans le périmètre de l'église classée. Et donc, nous allons faire des locaux techniques à côté de nos locaux administratifs, avec l'objectif de faire de l'autoconsommation pour les services administratifs, pour la crèche qui est en face, et pour nos déchetteries qui sont dans un périmètre de 20 km. Et donc, la ville de Nogent-sur-Seine a fait une révision de PLU. Et donc, ils vont autoriser les panneaux photovoltaïques dans le périmètre à condition qu'ils ne soient pas visibles d'un certain angle. Mais ça a évolué et donc on va pouvoir le faire. Alors, on est sur le dossier depuis 2 ans, mais ça va se faire. Voilà, c'est possible. Oui, alors je ne sais pas tout à fait partout pareil. Enfin, nous, il y a un exemple. Moi, pour voir les panneaux de la rue, on ne les voyait pas. Le seul point dont on voyait les panneaux, c'était du clocher de l'église. Et ça nous a été refusé. Donc, vous voyez que il y a un peu d'évolution encore à y apporter, donc tant mieux si ça peut marcher. Voilà. Donc on ne doit pas avoir tous les mêmes techniciens ou tous les mêmes responsables au niveau des ABF. Mais quand il faut monter au toit de l'église pour voir les panneaux... Si je peux ajouter un mot, hier, le débat qui a eu lieu sur le financement de la transition écologique, il y avait le secrétaire général à la planification écologique qui a pointé cette question. Bon, ça fait 5 ans qu'on le pointe. Il n'a pas été jusqu'à apporter une réponse, il a pointé les questions. Il faut toujours positiver. Alors nous, ce n'est pas interdit, mais il faut les mettre au nord. Non, mais moi j'ai eu le même cas dans ma commune. Mes adjoints sont là, ils peuvent en témoigner. Refus, et puis en disant on ne vous interdit pas d'en mettre, mais vous mettez l'autre côté, sur l'autre pan. Ah oui, mais il n'y a pas de soleil de l'autre côté. Hein, voilà. Mais juste pour vous dire, il y a une circulaire qui est sortie il y a 2 ans qui oblige maintenant les architectes des bâtiments de France à justifier pourquoi ils refusent. Et donc ça, c'est quand même une bonne évolution parce que c'est plus un non systématique. Ils doivent dire pourquoi est-ce qu'eux, ils considèrent que ça ne peut pas se trouver place. Et donc, moi, je sais que sur la commune, il y a eu des cas, on a réussi à faire évoluer le type de panneau et l'emplacement des panneaux pour que ça soit accepté. Voilà, donc c'est bon. Allez-y. Oui, pardon. Châteauneuf-Grasse, commune en autoconsommation collective, communauté en énergie renouvelable. Je vais répondre à 2 sujets qui sont importants. La PMO, le choix de la PMO qui est compliqué, le choix du pas en dynamique ou pas. Et il y a un moyen pour toutes les petites communes, c'est 4000 habitants, on produit à peu près 20% de notre énergie, hydroélectricité, panneaux photovoltaïques, cogénération. 10 ans pour arriver à avoir un accord avec EDF pour avoir de l'autoconsommation et être inscrit. Le périmètre au début était à 2 km, je vous rappelle. On a toujours un problème avec la TURP, on peut en discuter parce qu'on continue à payer une taxe de transport alors qu'on utilise de l'électricité localement. Il y a un moyen qui est assez simple. Nous, on a choisi un mode de rétribution, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on ne revend pas l'électricité, on la donne aux citoyens. Parce que pour gagner 2 000 € par an et faire 4 000 factures, ça ne sert à rien. Donc, il y a plein de solutions qui existent et il y a des partenaires. Mais entourez-vous des bonnes personnes morales organisatrices pour constituer vos dossiers. Voilà. Très bien, on a peut-être trouvé quelqu'un pour le prochain webinaire sur les boucles énergétiques locales. Voilà. Je termine juste, si Christian le permet, sur le plaidoyer. Si vous pouvez juste mettre la dernière diapo à la régie. Et après, on a, oui, et puis il y a le collègue de Vitrolles qui pourra aussi, peut-être pendant qu'ils installent la dernière diapo de ma présentation, vous pouvez y aller. Oui, Michel Renaudin, élu à la transition énergétique à Vitrolles. Juste par rapport, on a évoqué l'ABF, là, il y a aussi, alors, toutes les communes ont pratiquement des bâtiments classés ou inscrits. Toutes les communes n'ont pas un aéroport à proximité, mais on a aussi des problèmes avec la DGCL, avec la Direction générale de l'aviation civile. Hein. Bon, enfin, ça ne concerne pas tout le monde, donc, mais il faut se battre et on arrive à trouver les billets. C'est long. Alors, juste sur Vitrolles, on a décidé dans le projet 2020
du mandat qui se termine, de lancer une communauté d'énergie citoyenne où on voulait associer à la fois les toitures des privés, particuliers et entreprises, et les toitures des parapublics et donc de nos bâtiments. On a été énormément sollicité pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les espaces naturels nombreux qu'on a à côté sur le plateau de l'Arbois. Quand on regarde une vue aérienne de la ville, on est complètement artificialisé sur 30% du territoire. Donc, on a dit pas question de développer des fermes photovoltaïques sur les espaces naturels, mais on va chercher à utiliser les espaces déjà artificialisés. Et donc, on est parti. Alors aujourd'hui, je fais court, ça a été long, c'est 5 ans, les études, les AMO, et puis l'évolution de la réglementation qui a bougé entre-temps. Et donc, c'est lancé depuis juillet 2025. On a une SA en tant que PMO et on est actionnaire en tant que ville et les bâtiments communaux, on en a équipé 17 déjà, on en a une 60aine à équiper et par l'intermédiaire donc de cette, ça s'appelle Énergie Vitrolles, de cette communauté d'énergie citoyenne. Et l'intérêt, c'est que les citoyens qui n'ont pas de panneaux peuvent aussi adhérer à la structure et bénéficier de l'électricité en autoconsommation. On n'a aucun intérêt à chercher, vous l'avez dit, à revendre éventuellement quelques électrons. On a tout intérêt à ce que tous les électrons produits servent avec des temporalités effectivement différentes selon les utilisateurs. Et on n'a pas prévu de stockage de batteries et tout. Donc, nous, on a beaucoup de soleil à Vitrolles, mais quand même, la nuit, ça ne produit pas. Donc, on est voilà, dans une logique sur l'ensemble du territoire et on s'est dit, on va faire bénéficier à l'ensemble des partenaires associatifs, actifs, citoyens du territoire. Et on n'a pas choisi de... Comme vous l'avez dit à un moment donné, au début du mandat, on a été beaucoup sollicités. On va venir, on vous les met clés en main sur vous, on vous refait l'étanchéité, on assure que la structure est bien porteuse et tout. On a dit, on prend le temps long, comme vous dites, de la réflexion. Et puis, on s'était tourné aussi vers le SMED, qui était maintenant Énergie 13, qui est le syndicat mixte d'électrification des Bouches-du-Rhône. Mais il n'était pas sur le département non plus. Donc, on dit, on se lance et voilà, au bout de 5 ans... c'est parti, avec quand même une première tranche d'investissement à 10 millions d'euros, sur lequel, en tant qu'actionnaire, la municipalité ne contribue qu'à 400 000. Voilà. Merci. Donc, pour conclure, peut-être. Voilà, conclure et un peu ouvrir pour la suite. Vous avez à l'écran là, les 6 points qu'on a retenus au niveau de notre fédération sur ce qu'on a appelé le plaidoyer pour les énergies renouvelables. Donc c'est plus pour aussi veiller à ce que les territoires qui le souhaitent puissent accueillir des énergies renouvelables. Et donc en gros, les 6 points, ils tiennent en 3 mots. Stabiliser, en gros, et les règles de soutien, les règles juridiques évoluent trop. On n'arrive pas en fait à comprendre comment est-ce que les règles ont été écrites, que déjà elles changent. Donc en fait, il y a besoin de stabilisation de ces règles. La deuxième chose, c'est sécuriser, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre les règles et le droit en fait qui s'applique dans ce domaine-là, mais par contre des fois il y a des interprétations qui sont trop floues et donc l'idée c'est qu'on on se mette d'accord aussi en faisant confiance au territoire, en innovant avec les territoires sur la façon dont ça peut se mettre en œuvre et trouver sa place sur les territoires. Et le dernier mot, c'est territorialisation, parce que c'est clair que dans l'équation énergétique nationale, on aura besoin de grosses centrales de production de différents modes, mais on aura aussi besoin des centrales donc, locales de différentes tailles basées sur les territoires et en énergie renouvelable. C'est comme ça qu'on va vraiment assurer la transition énergétique dans notre pays. Et donc le plaidoyer, donc, il est disponible sur le site de la fédération ou sur le stand au niveau du salon. Et en fait, l'idée, c'est que les collectivités, elles demandent en fait, à ce qu'on les laisse libres, puisque c'est le thème du congrès, libres d'accueillir les énergies renouvelables sur leur territoire. Voilà, merci à vous. Merci de votre participation. Merci aux intervenants qui, je crois, ont permis de bien éclairer, de bien comprendre. Et nous espérons tous que ça va donner envie de se lancer dans ces initiatives avec toute la diversité nécessaire. Merci.